bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer un autre cours qui est relatif à la physiologie respiratoire. Le plan du cours que nous avons adopté est le suivant. Nous allons commencer par une étude de l'anatomie du système respiratoire avec ses voies aériennes supérieures et inférieures. Puis nous allons passer ensuite aux 4 étapes de la respiration et on va terminer par la régulation nerveuse de la respiration. Le système respiratoire. Définition. Alors le système respiratoire, c'est l'ensemble des organes qui permettent la respiration. Chez les mammifères, la respiration est la capacité pour un organisme de capter l'oxygène et de rejeter le gaz carbonique. L'inspiration et l'expiration permettent ce renouvellement gazeux. Ce sont eux qui assurent ce renouvellement gazeux. Maintenant, pour le rôle du système respiratoire, le système respiratoire joue 4 rôles là aussi. Il joue un premier rôle d'échange de gaz entre l'atmosphère et les cellules. Le deuxième rôle, c'est la protection. Le système respiratoire assure la protection du corps contre les pathogènes, et ceci grâce aux macrophages et aux cellules ciliées qui se trouvent au niveau de la muqueuse respiratoire que nous allons voir tout à l'heure. Et celle-ci, justement, s'attaque aux agents pathogènes. Donc, le système respiratoire protège le corps des pathogènes qui sont inhalés ou respirés. Le troisième rôle est la phonation. Alors, la phonation, c'est l'ensemble des phénomènes qui participent à la production du son. Et les organes de la phonation sont les cordes vocales. Alors, en passant entre les cordes vocales, l'air va créer au niveau du larynx les vibrations qui sont utilisées pour la parole. Quatrième rôle, la régulation du pH sanguin. Alors, le système respiratoire, en retenant ou en rejetant sélectivement le CO2, va participer à la régulation, à l'homéostasie, là aussi, c'est-à-dire de maintenir le pH sanguin dans sa valeur qui est constante, à une valeur constante. L'appareil respiratoire, comme vous le voyez, c'est l'ensemble des organes et des tissus qui assurent la fonction respiratoire. Il est constitué par les voies aériennes supérieures, qui sont les fosses nasales, le pharynx et le larynx, et puis les voies respiratoires inférieures, qui sont la trachée et les poumons. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'anatomie des voies respiratoires supérieures. Regardez, là aussi, je répète, les voies respiratoires supérieures sont constituées par les fosses nasales, n'est-ce pas, qui constituent le nez, le pharynx, le larynx, et les voies respiratoires inférieures, ce sont la trachée artère et les poumons. Les voies aériennes supérieures. Alors, l'appareil respiratoire commence par une entrée de l'air à travers les fosses nasales et la bouche aussi. Alors, ces fosses nasales, ce sont des cavités nasales qui sont de 2 espaces séparés par une cloison. C'est ce qui constitue le nez. Alors, les fosses nasales permettent de réchauffer et de filtrer l'air qui rentre dans l'organisme. Le pharynx, c'est cette partie-là qui est en vert, jaune et bleu, qui est constituée de nasopharynx, oropharynx et hypopharynx. C'est la zone de passage commune aux aliments et à l'air. En fait, c'est un carrefour entre les voies aériennes, qui sont la cavité nasale, et les voies digestives, qui vont de la bouche jusqu'à l'œsophage. D'accord ? Alors le larynx, lui, il vient après. Alors le larynx, ce sont des conduits qui amènent l'air aux poumons, un air qui est purifié et humidifié et réchauffé et qui répond justement aux besoins de l'organisme. Le larynx, c'est la partie située donc entre le pharynx et la trachée artère où se trouvent les cordes vocales. Voilà, vous avez larynx, voice box, c'est-à-dire la boîte vocale où se trouvent les 2 cordes vocales. Et il est situé au niveau de la gorge. Maintenant, nous allons parler des voies respiratoires inférieures. Alors, ce sont, comme on vient de le dire, la trachée artère et les poumons. Le système respiratoire se poursuit par la trachée artère
qui est une succession d'anneaux cartilagineux, qui est sous forme d'un tube de 2 cm à peu près de diamètre, et qui constitue une succession d'anneaux cartilagineux séparés par un tissu fibreux, n'est-ce pas? Alors, chaque branche, à un certain moment, va se diviser en deux branchioles, en deux branches, la branche gauche et la branche droite. Alors, étant de 1 cm de diamètre à peu près, chaque branche va se diviser en petites branchioles qui vont se ramifier et qui vont se terminer à leur extrémité par des sacs alvéolaires. Regardez le petit rond ici qui agrandit là. Alors, il se termine par des sacs alvéolaires. Alors, chaque sac alvéolaire est constitué par plusieurs alvéoles. Ce sont ces espèces de petits sacs ici qui ressemblent un petit peu à une grappe de raisin. D'accord? Alors, il faut savoir que la paroi des branches est constituée d'un tissu qu'on appelle la muqueuse respiratoire. La muqueuse respiratoire, regardez, si on voit en coupe transversale, en coupe longitudinale plutôt, l'épithélium du type respiratoire, on voit qu'il est constitué par des cellules ciliées, des cellules d'abord à mucus, ce sont des cellules comme celle-là, qui fabriquent un mucus qui humidifie la muqueuse respiratoire. D'ailleurs, ce mucus sert à humidifier l'air qui rentre. D'accord? Et elles sont constituées par des cellules à cils vibratiles qui sont responsables du traitement de l'air inspiré. Il existe aussi des macrophages. D'accord? Alors voilà, donc nous avons ici la muqueuse respiratoire. C'est grâce à cette muqueuse respiratoire que l'air est traité, il est réchauffé, il est humidifié, et bien entendu, il y a des vaisseaux sanguins qui permettent aussi de réchauffer l'air, de le maintenir, de le réchauffer à la température du corps qui est de 37 degrés. Maintenant, nous allons parler des voies aériennes inférieures qui sont les poumons. Alors les poumons, elles sont enveloppées d'abord d'un sac constitué de 2 feuillets, regardez, ce sont les 2 petits traits bleus que vous voyez ici, qu'on appelle les plèvres. Vous avez la plèvre viscérale et la plèvre pariétale, d'accord? Alors la plèvre pariétale, c'est celle qui est située contre la paroi thoracique, c'est-à-dire à côté des côtes, et la paroi viscérale, c'est celle qui est accolée au poumon. Alors ces 2 feuillets, qu'on appelle les plèvres, sont séparés par un espace qui est rempli d'un liquide qu'on appelle la cavité pleurale. Ces plèvres, justement, permettent de diminuer les frottements créés par les mouvements respiratoires. Alors les poumons, comme vous le voyez, nous avons le poumon gauche et le poumon droit. Le poumon gauche est trilobé, il est formé d'un lobe supérieur et un lobe inférieur, plutôt il est bilobé, il est formé d'un lobe supérieur et un lobe inférieur. Et le poumon droit est composé de 3 lobes, le lobe supérieur, le lobe inférieur et le lobe moyen. Maintenant, nous allons parler des alvéoles, qui constituent l'extrémité, ou la terminaison de tout appareil respiratoire. C'est là où l'air est acheminé. Alors, les divisions des bronchioles se terminent par des alvéoles pulmonaires qui constituent la partie terminale. À leur niveau se font les échanges gazeux. D'accord? Alors, il s'agit de minuscules sacs qui sont pleins d'air et qui se gonflent lorsqu'on inspire et se vident lorsqu'on expire. Chez l'homme, elles sont au nombre de 300 millions. Alors, si on voit ici ce schéma, on constate que chaque alvéole est entourée de capillaires parce que justement c'est au niveau des alvéoles que vont s'effectuer les échanges gazeux. Alors, il y a donc, les alvéoles sont entourés de capillaires sanguins, de fibres élastiques qui sont matérialisés ici, qui sont colorés en gris, et de muscules lisses qui sont colorés en rose, que vous voyez ici. Alors, à travers la paroi des capillaires pulmonaires s'effectuent les échanges gazeux, et il faut savoir que pour les 2 poumons, la surface d'échange alvéolaire est d'environ 150 mètres carrés. Vous voyez un petit peu l'ampleur de la chose, ou l'ampleur des échanges gazeux, ou la grandeur des échanges gazeux entre l'air atmosphérique et les poumons, et donc entre l'air atmosphérique et notre corps.
Alors, sur une coupe transversale des alvéoles, on voit que les alvéoles sont constituées de 3 types de cellules. Nous avons les pneumocytes de type 1, ce sont les cellules marron qui constituent ici un épithélium pavimenteux et qui constituent 90% des cellules. Ce sont les cellules responsables des échanges gazeux. Le deuxième type de cellules, ce sont les pneumocytes de type 2. Ce sont des cellules qui sécrètent de surfactants. Alors, à l'intérieur de chaque alvéole, il y a des cellules, des pneumocytes de type 2 qui sécrètent un liquide alvéolaire représenté ici en bleu ciel. Alors, ce liquide sert à humidifier ou à mouiller la surface des cellules en contact avec l'air, ce qui empêche les alvéoles de s'affaisser ou de se dégonfler complètement lors de l'expiration. Le troisième type des cellules sont les macrophages. Alors, les macrophages, ce sont des cellules responsables de la défense immunitaire. Je reviens au plan du cours et on va passer maintenant aux 4 étapes de la respiration. Alors, la respiration dans sa globalité est constituée de 4 étapes. Nous avons la respiration externe qui comporte l'échange entre l'air et les poumons, qui représente la ventilation, l'échange entre les poumons et le sang qui s'effectue au niveau des alvéoles, et après transport des gaz par le sang, elle comporte la respiration interne qui se traduit par l'échange entre le sang et les cellules, l'échange gazeux bien entendu entre le sang et les cellules. Maintenant, nous allons passer à la première étape qui est la ventilation pulmonaire. Alors, la ventilation pulmonaire, c'est un processus qui se déroule en 2 phases par lequel s'effectue le déplacement de l'air atmosphérique vers les alvéoles pulmonaires, qu'on appelle inspiration, et des alvéoles vers l'air atmosphérique, qu'on appelle expiration. Voici l'inspiration et voici l'expiration. Alors, justement, c'est cette ventilation qui assure le renouvellement de l'air au niveau des alvéoles. Et si on essaie de compter un peu le nombre de cycles inspiration-expiration par minute, on trouve que la fréquence respiratoire est de 12 à 13 cycles par minute. D'accord? Alors, sachant que le volume d'air à chaque inspiration est à peu près de 0,5 litres, on peut conclure qu'on respire environ 10 000 litres d'air par jour. C'est énorme. L'inspiration est un phénomène actif et l'expiration est un phénomène passif. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux muscles respiratoires, c'est-à-dire aux 2 types de muscles respiratoires, les muscles de l'inspiration, qui sont actifs au moment de l'inspiration, et les muscles qui interviennent lors de l'expiration. Alors voilà, les muscles inspiratoires sont le diaphragme, le fameux muscle qui sépare l'abdomen du thorax, d'accord? Alors ce muscle est innervé par un nerf phrénique, c'est un muscle squelettique, il est innervé par le nerf phrénique qui prend naissance au niveau des vertèbres cervicales. Un autre type de muscle inspiratoire, ce sont les muscles intercostaux externes. Alors vous avez donc le diaphragme et les muscles intercostaux externes. Les muscles expiratoires, ce sont les muscles intercostaux internes et les muscles de l'abdomen qu'on appelle les abdominaux. Maintenant, je reviens vers les muscles inspiratoires et qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? On voit que le diaphragme est innervé, est innervé par le nerf phrénique ici qui prend naissance au niveau des vertèbres cervicales C3, C4 et C5. Quant aux muscles intercostaux externes, d'accord, qui sont les muscles aussi de l'inspiration, eh bien, ce sont des muscles qui sont innervés par des nerfs intercostaux, c'est-à-dire qui se situent entre les côtes, et ces muscles, ces nerfs intercostaux sont issus des vertèbres thoraciques dorsales. Maintenant, je vais vous rappeler une loi physique qui est très importante dans ce cours de respiration et grâce à elle, qui régit le déplacement des gaz d'un compartiment à l'autre. Alors voilà, lorsqu'un volume V qui contient un gaz ayant une pression P, d'accord, si on augmente ce volume, la pression de ce gaz va diminuer. Donc si V augmente, P diminue.
Au contraire, si on diminue ce volume, la pression du gaz contenu dedans va augmenter. Donc si V diminue, P augmente. Maintenant, si nous avons deux compartiments qui sont séparés par une membrane perméable au gaz et que la pression d'un gaz est plus élevée dans un compartiment que dans l'autre, le gaz, lui, va diffuser à travers cette membrane perméable, il va diffuser du milieu où la pression est élevée vers le milieu où la pression est moins élevée. C'est ce qu'on appelle la loi de Boyle, et c'est cette loi qui va commander ou qui va régir le déplacement de l'air dans les compartiments lors de la respiration. Regardez, ici, dans la phase de repos, la pression atmosphérique est de 760 mm de mercure. Si dans les alvéoles ou dans les poumons, plutôt dans les alvéoles, la pression est la même que la pression atmosphérique, 760 mm de mercure, alors rien ne se produit. Pourquoi? Parce que la pression intra-alvéolaire est en équilibre avec la pression atmosphérique. C'est ce qui constitue la phase de repos, c'est-à-dire il n'y a ni inspiration ni expiration. Maintenant, au moment de l'inspiration. Alors, lors de l'inspiration, il y a un déplacement de l'air atmosphérique vers les alvéoles. Alors, puisque les alvéoles vont se gonfler, la pression dans ces alvéoles va devenir moins importante que la pression atmosphérique. Donc, l'augmentation du volume des alvéoles, des poumons et par conséquent des alvéoles, fait que la pression atmosphérique est supérieure à la pression alvéolaire. Maintenant, lors de l'expiration, l'air va se déplacer des alvéoles vers l'atmosphère, n'est-ce pas? Alors la pression atmosphérique étant toujours de 760, lorsque les alvéoles se vident, la pression, le volume diminue, la pression augmente dans ces alvéoles et il en résulte une diminution du volume des poumons et par conséquent des alvéoles, ce qui crée un nouveau gradient de pression, cette fois-ci inverse à celui de l'inspiration, de telle manière à ce que la pression alvéolaire est supérieure à la pression atmosphérique. Test de contrôle de la fonction pulmonaire, la spirométrie. Alors, dans le but de diagnostiquer certaines maladies respiratoires ou pulmonaires, telles que l'asthme ou la BPCO, le médecin spécialiste utilise ce qu'on appelle la spirométrie. Alors, cette technique permet de contrôler la fonction ventilatoire en mesurant des volumes pulmonaires et des débits d'air du patient. Voilà comment est constitué un spiromètre. Un spiromètre se compose d'un réservoir d'air constitué d'une cloche mobile à laquelle est fixée une plume qui inscrit des mouvements respiratoires. Un tambour entraîne le papier enregistreur à une vitesse constante et la cloche est reliée de l'autre côté par un tuyau dans lequel le patient va respirer. Voilà ce que l'enregistrement du spiromètre donne. Vous avez ici un enregistrement avec des résultats qui sont inscrits, ce tracé on l'appelle le spirogramme. Et vous avez donc l'inspiration vers le haut qui représente l'inspiration qui est représentée par une déflexion vers le haut et l'expiration est représentée par une déflexion vers le bas. Et les variations du volume d'air à chaque inspiration et expiration sont enregistrées sur ce papier qui tourne. Voilà, nous avons ici une patiente qui est en train de passer le test. Maintenant, nous allons passer aux échanges d'oxygène et de CO2 entre les poumons et le sang. Vous savez que l'air atmosphérique est un mélange de gaz dont la pression totale correspond à la pression atmosphérique qui est de 760 mm de mercure. L'air atmosphérique est composé principalement d'azote à 78%, d'oxygène qui représente à peu près 21% et en moindre quantité de gaz carbonique, d'eau et d'autres gaz. Alors la pression de l'air atmosphérique qui est de 760 correspond au fait à la somme de la pression de tous ces gaz. Regardez,
La pression atmosphérique, c'est la somme de la pression de N2, d'oxygène, du CO2, de H2O et des autres gaz. Sur ce tableau, nous avons ici les gaz. Ici, nous avons le pourcentage que représente chacun des gaz par rapport à la totalité de l'air atmosphérique. Et ici, nous avons les pressions partielles en millimètres de mercure qui sont représentées. Alors, comment on calcule ces pressions partielles? Voilà. Alors, si la pression atmosphérique est de 760 mm correspond à 100% et que le pourcentage d'oxygène est de 21 ou 20,95%, cela veut dire que la pression partielle est de 20,95 multiplié par 760 divisé par 100, ce qui donne une pression de 159,22 mm de mercure. Alors sur ce tableau, nous allons voir les proportions des gaz dans l'air inspiré et l'air expiré. Alors, les membranes biologiques étant lipidiques et le passage de l'oxygène ou du gaz carbonique se fait par une simple diffusion à travers les membranes selon la loi de Boyle que nous avons déjà mentionnée et qui dit que le gaz traverse toujours de là où ce gaz est plus concentré vers là où le gaz est moins concentré. Alors, regardez que pour l'oxygène, la quantité d'air inspiré est de 21%, alors que la quantité d'air expiré est de 17 seulement. Pour le gaz carbonique, c'est le contraire. Vous avez la quantité d'air qui est de 0,03%, alors que dans l'air expiré, l'air expiré représente 4%, donc c'est beaucoup plus que l'air inspiré. Maintenant, pour l'azote, vous voyez que la quantité d'air inspiré et expiré est la même. D'accord? Le plasma est saturé en azote en permanence et il y a autant d'azote dans l'air inspiré que dans l'air expiré. C'est un gaz inerte. Maintenant, nous allons voir de plus près ce qui se passe au niveau de l'échange d'oxygène et de CO2 entre l'alvéole pulmonaire et les capillaires sanguins qui l'entourent. Voilà, vous avez ici une alvéole pulmonaire avec ses pneumocytes qui représentent 90% des cellules qui la composent. Vous avez un capillaire sanguin avec les hématies qui sont représentés ici, n'est-ce pas? Alors vous avez du sang qui est en provenance de l'artère pulmonaire, c'est-à-dire c'est un sang qui est entre guillemets sali. Il est normalement plus riche en CO2 et moins riche en oxygène. Alors au moment de la ventilation, lorsque l'air entre, il y a une diffusion de l'oxygène, n'est-ce pas, de l'alvéole vers le capillaire sanguin. Et contrairement à ça, le gaz carbonique, lui, il va diffuser dans le sens contraire. Si bien que, regardez, à l'entrée de l'alvéole, vous avez un sang qui est veineux, et à la sortie, c'est un sang qui est artériel, d'accord, parce qu'il a été nettoyé, il s'est débarrassé de l'oxygène, du CO2, et il a pris de l'oxygène. Voilà. Alors ici, nous avons le même schéma à peu près, mais avec des valeurs de pression, dans chacun des compartiments, de pression gazeuse dans chaque compartiment. Ici, vous avez l'alvéole, ici, vous avez le capillaire sanguin, n'est-ce pas? Alors, une entrée de sang ici, avec une pression d'oxygène de 0,3 kg pKa, n'est-ce pas? Alors que la pression dans l'air alvéolaire est de 14 kg pKa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque cette différence de pression des gaz est à ce stade-là, ça veut dire qu'il y aura un mouvement de l'oxygène, des molécules d'oxygène, de l'air alvéolaire vers le capillaire sanguin. Et dans le sens contraire, nous avons ce sang qui contient une pression de 6,1 kPa, alors que à l'intérieur de l'air alvéolaire, dans la lumière de l'alvéole, la pression de CO2 est de 5,3 kPa. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une diffusion de CO2 de la lumière ou du capillaire vers l'alvéole. Alors ici, les valeurs sont exprimées en kilopascal, d'accord? Et un kilopascal est égal à 7,5 mm de mercure.
Alors donc, l'oxygène diffuse de l'air alvéolaire vers le sang, n'est-ce pas, qui quitte ensuite les poumons par les veines pulmonaires, et le CO2, lui, il diffuse du sang vers l'air alvéolaire. Alors sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment le gaz qui est représenté ici par les petits points rouges, comment est-ce qu'il diffuse dans les membranes du pneumocyte 1, n'est-ce pas? Alors ici, on avait des molécules de gaz qui se trouvent dans la lumière alvéolaire. Ils vont diffuser à travers les membranes du pneumocyte 1, n'est-ce pas? Qui sont les cellules majoritaires des alvéoles. Et puis, ce gaz va traverser le milieu interstitiel et va encore diffuser à travers la cellule endothéliale du capillaire pour regagner la lumière du capillaire sanguin. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au transport d'oxygène et du CO2 par le sang. Alors l'oxygène et le gaz carbonique sont transportés par le sang, c'est-à-dire dans la circulation sanguine. L'oxygène est transporté des poumons vers les tissus et le CO2, lui, il est transporté des tissus vers les poumons. Le sang fixe l'oxygène et le CO2 d'une manière réversible, et ceci sous l'influence du gradient de pression. Voyons voir un peu comment se passe le transport d'oxygène par le sang. L'oxygène se trouve dans le sang artériel sous deux formes. Alors 2% seulement est dissoute dans le plasma et 98% se trouve combiné à l'hémoglobine. L'hémoglobine étant une protéine contenue dans les hématies qui confère au sang sa couleur rouge, et c'est un pigment respiratoire présent essentiellement dans le sang des vertébrés. L'hémoglobine est formée de 4 chaînes peptidiques, polypeptidiques, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta, et chacune des chaînes possède en son milieu le M, un groupement qui contient en son centre un atome de fer, et c'est cet atome de fer auquel va se lier la molécule d'O2. Alors l'hémoglobine se lie à l'oxygène d'une manière réversible, et ceci selon les conditions. Alors une molécule d'hémoglobine peut fixer de 0 à 4 molécules d'O2, étant donné qu'elle possède 4 groupes M. Alors la fixation de la première molécule de l'oxyhémoglobine, est un processus assez rapide. La fixation de la première molécule d'O2 va induire une modification de la forme de la molécule d'hémoglobine, c'est-à-dire qu'il y a un changement de conformation qui va faciliter la fixation de la deuxième, et à son tour, cette fixation facilite la fixation de la troisième et de la quatrième molécule d'O2. Regardez, la molécule d'O2 étant représentée par les deux petits points noirs que vous voyez ici. Et au fur et à mesure que l'oxyhémoglobine se forme, nous avons une première molécule d'O2, puis une deuxième, puis 3, puis 4. N'est-ce pas? Alors la saturation de l'hémoglobine en oxygène se mesure, c'est à SaO2. Alors SaO2 étant la quantité d'O2 liée à l'hémoglobine divisée par la quantité maximale multipliée par 100. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe au niveau des poumons. Comment est transporté l'oxygène au niveau des poumons. Alors, au niveau des poumons, le sang circule autour des alvéoles, n'est-ce pas? Il se charge d'oxygène. La pression d'O2 dans le sang artériel devient élevée. Alors, lorsque la pression du sang d'oxygène devient élevée, à ce moment-là, l'hémoglobine a une grande affinité pour l'oxygène et la réaction se passe dans ce sens-là, dans le sens de la formation de l'oxyhémoglobine. Et lorsque donc la pression d'O2 est élevée, l'hémoglobine a une grande affinité pour l'oxygène qui va s'y fixer fortement et en quantité importante. Et le sang quitte à ce moment-là les alvéoles en étant chargé d'oxygène. Voilà, le sang qui quitte les alvéoles en étant chargé d'oxygène, il est de couleur rouge, n'est-ce pas? Et il mène le sang vers les veines pulmonaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des tissus?
Alors, au niveau des tissus, après la consommation d'oxygène par les cellules, la pression d'O2 va diminuer, elle va devenir très faible. Et l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, à ce moment-là, va diminuer. Donc, l'oxyhémoglobine va se dissocier et elle va céder son oxygène qui va diffuser dans les cellules. Donc, nous avons la réaction qui se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'oxyhémoglobine va céder O2, n'est-ce pas? Et c'est ce O2-là qui va O2 qui va en se dissociant, va aller vers les cellules. Voilà, parce que les cellules en ont besoin pour leur métabolisme. Maintenant, nous allons parler du gaz carbonique dans le sang. Alors, le CO2, il se forme dans les tissus de l'organisme, puis circule dans les vaisseaux sanguins veineux. Une fois dans le sang, le CO2 se présente sous trois formes. Nous avons 10% qui est dissoute dans le plasma, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons 20% qui est lié à l'hémoglobine, voilà, CO2 plus HB égale HbCO2, et nous avons 70% qui est lié qui est converti en bicarbonate, c'est-à-dire que le CO2, en se liant à une molécule d'eau, va former le H2CO3, et ce H2CO3 va s'ioniser en donnant H+, plus HCO3-. Donc, le CO2, 70% de CO2 est converti en bicarbonate après cette réaction chimique et va diffuser ensuite dans le plasma. Donc, la réaction est la suivante. Elle se fait sous l'action d'une enzyme qu'on appelle l'anhydrase carbonique et qui se trouve au niveau des hématies. Alors, le transport de CO2 par le sang, une fois transporté, n'est-ce pas, il va arriver au niveau des poumons. Alors, arrivé au niveau des poumons, et particulièrement dans le sang veineux au niveau des alvéoles, qu'est-ce qui se passe? La réaction va s'inverser. C'est-à-dire que HCO3- plus H2 aura tendance à former H2CO3 qui va, lui, se transformer en H2O plus CO2. Et le CO2 libéré va quitter les globules rouges et diffuser ensuite dans les alvéoles pour être éliminé de l'organisme vers l'air atmosphérique. Maintenant, on va voir quelle est la relation entre le taux de CO2 sanguin et le pH sanguin. Rappelez-vous, lorsque j'ai parlé des rôles principaux du système respiratoire, je vous ai dit que le système respiratoire contribue au maintien du pH sanguin qui est une constante physiologique. N'est-ce pas? Alors, regardez. Plus on a de CO2, puisque le CO2 ne reste pas dans le sang sous cette forme-là, 70% est converti en HCO3- et H+. Donc, plus on a de CO2, plus on a d'ions H+. Alors, la hausse de CO2 dans le sang tend à faire augmenter le nombre des ions H+. Alors, quand les ions H+ augmentent dans le sang, ceci va faire baisser le pH sanguin, et le pH sanguin va devenir acide, n'est-ce pas? Alors, une baisse de CO2, donc, elle tend à faire augmenter le pH sanguin. Alors ça c'est une information, et ça c'est le contraire. Une hausse de CO2 fait baisser le pH sanguin, c'est-à-dire elle rend le pH sanguin acide. Par contre, une baisse de CO2 tend à faire augmenter le pH sanguin, c'est-à-dire à le rendre basique. Alors le CO2, lorsqu'il est en excès, il est toxique pour l'organisme, il devient toxique. Heureusement qu'il existe un système de régulation de CO2 pour l'évacuer lorsqu'il est en excès. Et c'est ce qu'on va voir dans la régulation nerveuse de la respiration tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons voir les échanges de gaz entre le sang et les cellules. Vous avez ici le schéma qui montre une courbe transversale d'un tissu entouré de capillaires. Ce capillaire contenant du sang issu de l'artère aorte. C'est un sang qui est riche en oxygène et pauvre en CO2. Alors l'oxygène, la pression d'oxygène au niveau du capillaire est de 13,2 kPa, alors que dans les tissus, elle est de 4 kPa. Donc l'oxygène va diffuser alors dans la cellule par
va diffuser dans la cellule, va diffuser du capillaire vers la cellule. Pour le CO2, la pression des cellules de CO2 dans les cellules est de 6,6 kPa, alors que dans le capillaire sanguin, elle est de 5,3 kPa. Donc, là aussi, le CO2 va diffuser dans le sens contraire, c'est-à-dire il va passer des cellules vers le capillaire. Ainsi, le tissu aura consommé de l'oxygène et rejeté du CO2. Le sang qui quitte le tissu est donc un sang veineux qui retourne au cœur par les veines caves. Maintenant, nous allons passer à au dernier chapitre, à la dernière partie, qui est la régulation nerveuse de la respiration. Alors, il faut savoir que les muscles respiratoires, diaphragme et les muscles intercostaux, sont des muscles squelettiques. Ce sont des muscles squelettiques ordinaires qui ne peuvent pas se contracter spontanément, mais qui doivent absolument être stimulés par des influx nerveux. Alors, il existe un centre, justement, un centre au niveau de ce qu'on appelle le tronc cérébral et qui regroupe le bulbe, la protubérance et le mésencéphale. Ce centre, c'est un centre de contrôle nerveux de la respiration. Il est constitué par un ensemble de neurones situés donc dans ce tronc cérébral. Ici, vous avez une coupe sagittale du cerveau de l'encéphale, d'accord? Et c'est le tronc cérébral, justement, qui est responsable de l'alternance cyclique des mouvements respiratoires, c'est-à-dire des inspirations puis des expirations. Alors, la ventilation pulmonaire implique l'inspiration suivie de l'expiration, comme on vient de voir. Alors ici, nous allons parler des étapes successives de l'inspiration pour justement montrer l'impact des influx nerveux dans cette phase. Alors l'inspiration est un processus actif qui débute par des influx nerveux en provenance des neurones inspiratoires. N'est-ce pas? Alors, ces influx nerveux vont provoquer la contraction des muscles intercostaux externes et du diaphragme. Et puis cela va entraîner l'augmentation du volume de la cage thoracique, provoquant ainsi une diminution de la pression dans les alvéoles. Alors cette diminution de la pression intra-alvéolaire va créer un gradient de pression tel que la pression intra-alvéolaire est inférieure à la pression atmosphérique. Ceci va entraîner alors une entrée d'air dans les poumons, c'est-à-dire un déplacement de l'air atmosphérique vers les alvéoles pulmonaires. Alors cette étape d'inspiration est suivie de l'étape d'expiration, et des étapes d'expiration que je vais citer ici. Alors l'expiration débute toujours par un arrêt des influx nerveux de la part des neurones inspiratoires. Donc au moment de l'expiration, il y a un arrêt des influx nerveux et c'est pour cela qu'on dit que l'expiration est un phénomène passif. Cet arrêt des influx nerveux de la part des neurones inspiratoires va provoquer un relâchement des muscles intercostaux externes et du diaphragme. Cela va entraîner une diminution du volume de la cage thoracique, provoquant ainsi une augmentation de la pression dans les alvéoles. Cette augmentation de la pression intra-alvéolaire va créer là aussi un gradient de pression dans le sens contraire, tel que la pression intra-alvéolaire devient supérieure à la pression atmosphérique, ce qui va entraîner la sortie d'air des poumons et donc le déplacement de l'air des alvéoles vers l'extérieur. Donc, on peut dire que c'est l'activité cyclique des neurones inspiratoires qui explique l'alternance des cycles inspiratoires et expiratoires. Alors, ce centre de contrôle que nous venons de définir tout à l'heure, ce centre, il permet de contrôler un certain nombre de réflexes respiratoires tels que l'éternuement, la toux ou le bâillement. L'ampleur des mouvements respiratoires, c'est-à-dire du volume courant d'air, dépend en fait de la quantité de fibres musculaires qui sont stimulées au moment de l'inspiration. Plus il y a de fibres musculaires impliquées, plus l'expansion des poumons sera grande et plus l'air entrera dans les poumons. En parlant toujours de la régulation
de la respiration, il faut savoir que l'arrêt volontaire de la respiration est possible, bien que la respiration soit un phénomène continu qu'on ne peut généralement pas arrêter, mais on peut l'arrêter pour un petit moment si jamais on respire un gaz polluant ou irritant ou quelque chose. Alors à ce moment-là, on a la possibilité, on peut arrêter volontairement notre respiration. Alors ceci se fait par l'intermédiaire du cortex cérébral, d'accord? Et ce cortex cérébral, oui, il va envoyer des messages vers le bulbe générateur du rythme respiratoire pour diminuer, pour entraîner un arrêt de la respiration. Alors, les composantes de la vie psychique, comme la douleur ou le stress ou l'émotion, interviennent là aussi dans le phénomène de respiration. Alors, ils agissent sur l'hypothalamus, n'est-ce pas? Et cet hypothalamus va agir à son tour au niveau du bulbe générateur du rythme cardiaque pour augmenter la ventilation. Alors, comme pour le cœur, les poumons reçoivent une innervation double par le système nerveux autonome, une innervation parasympathique qui provoque la constriction des bronchioles. D'accord, regardez, vous avez l'innervation par le système parasympathique autonome agit sur les poumons au niveau des bronchioles. Il libère de l'acétylcholine qui va agir sur les cellules cibles des bronchioles, permettant leur constriction. Cette constriction va diminuer ainsi la quantité d'air qui atteint les alvéoles et va faire baisser les échanges gazeux et par conséquent la fréquence respiratoire. Alors on sait qu'au repos, c'est le système parasympathique qui domine. C'est pour cela que la fréquence respiratoire et le rythme respiratoire sont bas, ils sont peu élevés. Maintenant, nous allons parler du système sympathique. Alors, le système sympathique libère de la noradrénaline qui agit sur les cellules cibles des bronchions en permettant cette fois-ci leur dilatation. Résultat, une augmentation des échanges gazeux et du volume d'air dans les poumons et une augmentation de la fréquence respiratoire. On sait que le système sympathique, c'est un système qui fonctionne pendant les moments de stress et on sait que lorsqu'on est stressé, notre fréquence respiratoire augmente ainsi que notre fréquence cardiaque. Alors maintenant, nous allons parler de la régulation de la respiration par un autre type de cellules qui sont par un autre type de récepteurs qu'on appelle les mécanorécepteurs pulmonaires. Alors normalement, lorsqu'une inspiration est forcée ou exigée, il existe des mécanorécepteurs qui sont situés dans la paroi des bronches et des bronchioles et qui vont s'étirer lorsque l'inspiration est forcée, ils vont s'étirer d'une façon excessive. N'est-ce pas? C'est comme par exemple la période d'une inspiration forcée au contact de l'eau. Alors ces mécanorécepteurs vont transmettre des influx nerveux afférents par le biais du nerf vague, n'est-ce pas, vers le centre bulbaire. Et ce dernier va arrêter les influx nerveux qui innervent les muscles inspiratoires et l'expiration a lieu en ce moment. Alors, une remarque très importante, le nerf vague est une voie très importante dans la régulation végétative et c'est un nerf crânien qui est mixte. Il envoie les informations motrices et sensitives. Alors, la régulation réflexe par les chémorécepteurs ou chimiorécepteurs. Alors, à côté des mécanorécepteurs, ou à part les mécanorécepteurs, il existe aussi des chémorécepteurs ou des chimiorécepteurs qui peuvent stimuler le centre respiratoire. Ces chimiorécepteurs sont sensibles aux variations de pression des gaz dans le sang. Alors, ils sont de deux types. Nous avons les chémorécepteurs périphériques et les chémorécepteurs centraux. Les chémorécepteurs périphériques sont situés au niveau de la crosse aortique et au niveau des sinus carotidiens, près des barorécepteurs. Et ces chémorécepteurs détectent les variations plasmatiques d'oxygène, du CO2 et par conséquent du pH sanguin. Les chémorécepteurs centraux, eux, sont situés au niveau de la face ventrale du bulbe, près des neurones respiratoires, et ils servent à détecter seulement la pression de CO2 dans le liquide céphalorachidien. Maintenant, nous allons voir la boucle de régulation qui passe par les chémorécepteurs.
Alors, ces chémorécepteurs sont sensibles aux variations chimiques de la pression qui règne dans les artères, qui est la pression d'oxygène, du CO2 et du pH sanguin. Cette régulation réflexe nécessite, comme ce qu'on a vu dans le cours de physiologie cardiaque, pour la boucle de régulation qui permet de remettre la pression artérielle à sa valeur initiale, à sa valeur standard lorsqu'elle augmente ou lorsqu'elle diminue. Cette régulation nécessite des récepteurs, qui sont des chémorécepteurs, une voie afférente, un centre nerveux, qui est le centre bulbaire, une voie efférente et un organe effecteur. Alors la pression d'oxygène correspond à la quantité d'oxygène dissous dans les vaisseaux et la pression de CO2 correspond à la quantité de CO2 dissous dans les vaisseaux. Alors les chémorécepteurs périphériques vont envoyer, une fois qu'ils sont stimulés, vont envoyer des influx nerveux afférents vers le bulbe et ces influx passent par le nerf vague pour la crosse aortique et ils passent par le nerf glossopharyngien pour le sinus carotidien. Voilà, vous avez la crosse aortique, les chémorécepteurs qui envoient un message par le nerf vague, le nerf 10, et pour ceux qui sont situés au niveau des sinus carotidiens, ils envoient un message afférent par le nerf 9, qui est le nerf glossopharyngien. Sur ce schéma, on voit l'origine apparente des nerfs crâniens, qui sont assez nombreux. Mais je précise que, regardez, je voudrais juste vous préciser l'origine du nerf glossopharyngien qui est bleu et le nerf pneumogastrique qui est de couleur rouge. Maintenant, nous allons voir un exemple de régulation qui passe par les chémorécepteurs périphériques. Voilà. Alors, si la pression d'oxygène diminue au niveau sanguin, alors, il y a une activation des chémorécepteurs périphériques qui se situent au niveau de la crosse aortique et du sinus carotidien. Ceux-ci vont activer une voie afférente qui passe par le nerf vague et le nerf glossopharyngien jusqu'au bulbe, au centre bulbaire respiratoire. Il y a activation de ce centre bulbaire, n'est-ce pas? Et il y a l'activation des neurones moteurs. Il y a un message par voie motrice qui passe du centre bulbaire jusqu'au muscle inspiratoire. Alors, activation des nerfs moteurs inspiratoires qui ne sont pas autres que le nerf phrénique et les nerfs intercostaux. D'accord? Le nombre de fibres musculaires inspiratoires qui entrent en action va augmenter. D'accord? Et il y a augmentation de la fréquence et de la profondeur de la respiration, donc une plus grande entrée d'oxygène et une grande élimination de CO2. D'où l'augmentation de la ventilation, et ceci va permettre un retour à l'état d'équilibre. Donc on a commencé par une diminution de PO2 et on est arrivé avec cette boucle de régulation à rétablir cette diminution, à retourner à l'état d'équilibre. Maintenant, nous allons voir comment ça se passe avec les chémorécepteurs centraux. La régulation par les chémorécepteurs centraux s'effectue de la façon suivante. Nous avons ici un capillaire cérébral, nous avons ici le liquide céphalorachidien et entre les deux, nous avons une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. D'accord? Alors, lorsque la pression de CO2 augmente dans le capillaire cérébral, d'accord, eh bien ce CO2 va franchir la barrière hémato-encéphalique, il va passer dans le liquide céphalorachidien. Donc, plus il y a de CO2, plus il y a d'ion H+, dans le liquide cérébrospinal. La production de H+, au niveau du liquide céphalorachidien, va activer justement les récepteurs centraux, n'est-ce pas, qui vont activer à leur tour le centre bulbaire, et après le centre bulbaire, celui-ci va activer les neurones moteurs inspiratoires avec une augmentation du nombre de décharges nerveuses par les nerfs phréniques et les nerfs intercostaux, d'où l'augmentation de la ventilation pour amener plus d'oxygène et éliminer plus de l'excès de CO2. Résultat, retour à l'équilibre. Maintenant, nous avons terminé, mais j'aimerais quand même récapituler avec vous un petit peu cette régulation qui s'effectue par les chémorécepteurs et les mécanorécepteurs. Alors, les chémorécepteurs, c'est ce qui est coloré en jaune. Vous avez les chémorécepteurs périphériques qui sont sensibles à la pression d'oxygène, du CO2 et du pH par conséquent.
d'accord, qui se trouvent au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique et qui vont envoyer un message via le nerf 10 et le nerf 9 vers le centre bulbaire. Et à côté de ça, nous avons les chémorécepteurs centraux qui se trouvent sur la face ventrale du bulbe et qui sont très sensibles à la variation de la pression du CO2 et donc du pH et qui vont envoyer à leur tour un message afférent vers le centre bulbaire. D'autre part, nous avons les mécanorécepteurs des poumons qui, lorsqu'ils sont stimulés par une excessive, ils vont envoyer un message afférent par le nerf vague, comme on vient de le voir tout à l'heure. Voilà. Et pour terminer, j'ai un schéma récapitulatif qui montre les facteurs qui peuvent moduler les centres générateurs du rythme respiratoire. Nous avons les facteurs chimiques dont la régulation est assurée par les chémorécepteurs centraux et périphériques. Nous avons les mécanorécepteurs, n'est-ce pas? Nous avons le cortex cérébral qui intervient lorsqu'on veut arrêter la respiration. Nous avons l'hypothalamus qui intervient lors d'un stress ou d'une colère ou d'une émotion. Et enfin, nous avons le système nerveux autonome qui gère lui aussi notre respiration, soit par le système sympathique, soit par le système parasympathique. Et avec ça, j'aurai terminé. Je vous souhaite un bon courage et à bientôt.